Donc, dans le fond, on voulait savoir un peu selon vos différents champs d'action puis vos expériences, c'est quoi les principales barrières selon vous qui font en sorte que les femmes et les filles à la croisée des oppressions n'ont pas le même accès aux lieux dédiés à la culture et aux loisirs, soit en tant que créatrice ou en tant qu'usagère. Donc, dans le fond, je laisserai Anne-Julie parler en premier. Bonjour. Oui. Donc, c'est sûr que c'est une question qui est super large pour 3 minutes, mais bon, c'est sûr qu'on va en parler par la suite avec les discussions en groupe. En gros, avec mon expérience dans le milieu du cinéma, je travaille également au cinéma moderne à temps plein, en fait. Et puis, c'est facile de constater qu'à Montréal, précisément, il y a une vision de la cinéphilie prédominante, surtout dans le milieu festivalier. Donc, il y a beaucoup de films qui vont être à plus petit budget, qui vont avoir moins de reconnaissance dans un milieu plus institutionnalisé, qui ne vont pas avoir de chance, en fait, d'être diffusés, d'être vus, tout simplement. Et puis, ces films-là sont souvent réalisés par des personnes qui sont à la base déjà opprimées, qui vivent déjà des oppressions. Donc, avec le festival, c'est sûr qu'on essaie justement de présenter ces films-là qui, on sait, dans certains autres milieux, n'auront pas ces chances-là. Puis c'est sûr que ça aide qu'on soit une équipe exclusivement féminine, majoritairement queer. On a de plus en plus également de personnes noires et racisées au sein de notre équipe. Et ça aussi, on considère que ça a été, c'est toujours un enjeu. On veut se diversifier, on veut s'améliorer d'année en année, de jour en jour. À ce niveau-là, surtout. On aimerait également pouvoir avoir des personnes qui font des programmations spécifiques. T'sais, on a présenté des films, des sections qui étaient, mettons, afroféministes, une section autochtone. Et puis pour la section autochtone, mettons, on a eu la chance, on a payé une commissaire pour qu'elle nous fasse un programme. Elle était Inou. Et puis, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir continuer à faire, mais le problème, c'est qu'on manque de fonds. On ne peut pas payer des gens pour chaque programme. On n'est pas subventionné, en fait, tout simplement. C'est un enjeu assez important dans notre... on fait tout ça bénévolement, en fait. Moi, je suis bénévole. Magenta Baribeau, qui est la fondatrice du festival, également fait cette façon bénévole. Et puis, les programmatrices également. Donc, on est toutes bénévoles là-dessus. Donc, ça, c'est l'enjeu principal, en fait, je pense, c'est l'argent au sein du festival lui-même. Donc, ouais, et puis en termes d'accessibilité telle qu'elle, quand on parle d'accessibilité physique aussi, il n'y a pas beaucoup de salles à Montréal qui sont directement bien accessibles. Donc, supposons, mettons, au cinéma où je travaille personnellement, il n'y a pas de rampe d'accès à l'entrée et l'arrondissement ne permet pas qu'il y ait de rampe d'accès. Je pense que c'est pour des questions esthétiques, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, ça se peut que je me trompe. Mais oui, puis c'est un problème quand on essaie de trouver des salles, en plus dans le fait qu'on n'est pas subventionné. Ça coûte cher, louer des salles de cinéma qui sont assez grandes pour accueillir un grand public. On a la chance, justement, je pense qu'il y a 2 personnes dans le chat ici, d'avoir le groupe Intervention Vidéo qui nous prête leurs locaux. À chaque année, à chaque édition. C'est génial, c'est une salle de 50 personnes à peu près, donc c'est sûr que ça aussi, c'est un défi, il faut refuser des gens à l'entrée, malheureusement, parce que c'est petit. C'est tout le temps plein, on est contente, mais c'est ça. Donc, c'est aussi un enjeu de ne pas pouvoir avoir un lieu propre tel quel pour accueillir toutes les personnes qui voudraient voir ces films-là, en fait. Donc, d'avoir les films diffusés en ligne peut aider, mais puisqu'on a dû ajouter un prix d'entrée cette année, à défaut d'avoir eu assez de ressources et de temps pour trouver la solution la plus optimale, ben, nos prix d'entrée étaient 10 $ par film ou par programme. T'sais. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment pouvoir corriger si la prochaine édition doit également se passer en ligne. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je vais arrêter maintenant, là, mais on en rediscutera plus tard, plus en profondeur. Merci. Julia, est-ce que tu veux nous parler? Oui, merci.
Beh, merci déjà pour tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est vraiment, très, très pertinent. Puis, pour parler un peu plus de la centrale, en fait, pour mettre en contexte la centrale, donc c'est un centre d'artistes autogérés qui a été créé en 73 par un groupe de femmes blanches. Puis depuis, on peut voir, dans l'historique de la centrale que la majorité du CA, puis des travailleuses, a presque été tout le temps en majorité blanche également. Donc, beh, comme Yvonne l'a dit, la structure institutionnelle est marquée par, une culture de la suprématie blanche. Puis on essaye de la déconstruire en ce moment, puis en mettant en place des réunions dédiées à cette tâche, mais on est très consciente que c'est un travail qui finit jamais, puis qui est toujours, en cours, puis qui est nécessaire de le faire en permanence pour voir, un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu des comment dire? Des résultats, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc ça, on l'a vu à la centrale que la culture de la suprématie blanche, c'est problématique au sein de la structure interne, mais aussi parce que ça perpétue l'accueil d'un certain type de collaborateurs et collaboratrices, plutôt que d'autres. Et cette culture de la suprématie blanche, elle cause aussi des biais, des perceptions et des comportements qui sont normalisés et aussi acceptés au sein de structures institutionnelles et cela doit être déconstruit. Donc, dans cette perspective et pour essayer de lutter contre cela, depuis 2016, notre mandat encourage des personnes issues des communautés autochtones, noires, racisées, de S, LGBTQQIPAA+, à participer à la vie de la centrale. Et donc, pour ça, il y a eu plusieurs, tentatives et initiatives qui ont été mises en place pour que notre, programmation reflète de ce mandat. Donc, comme, Mylène vous l'a expliqué avec, le fonctionnement du comité de sélection, par exemple. Mais, ça, notre programmation met en avant des artistes qui entrent en dialogue avec l'intersectionnalité et la justice sociale. Donc c'est vraiment, notre, désir de mandat, puis qui se reflète dans notre programmation. Mais, un enjeu, ça peut être aussi, au niveau de la programmation, on peut aussi penser que les processus de sélection peuvent être en tant que tels, en fait, quelque chose comme un frein pour des personnes qui ont, par exemple, pas eu accès à une éducation, par exemple, artistique, qui permet de savoir présenter son travail d'une façon qui est facilement lisible, par exemple. Donc, donc ça, c'est ça. Et en ce qui concerne les usagers, usagères, nous, on a une communauté de membres qui est active et impliquée dans la vie de la centrale et on a aussi des visiteurs et des visiteuses qui viennent, quand c'est pas la covid, qui viennent, voir des expositions et des événements dans le lieu physique. Donc il y a un peu ces différentes strates de collaborateurs, collaboratrices et en fait, dans notre fonctionnement, on a une structure horizontale. Donc être membre actif, ça veut vraiment dire de participer, activement en fait à la vie du centre, prendre des décisions, participer à des comités, avoir le droit de vote. Mais être membre actif, ça demande une implication bénévole et on le sait que c'est pas tout le monde qui peut travailler bénévolement dans des institutions. Donc ça, c'est aussi un enjeu. Et ce qu'on peut penser aussi, c'est que la culture autour des centres d'artistes en général, est pas, toujours et n'a pas toujours été sécuritaire pour tout le monde non plus. Donc c'est des choses, avec lesquelles on essaye d'être consciente en fait, puis de travailler, puis éventuellement on essaye de les faire évoluer pour le mieux comme et plutôt en termes d'accessibilité, vraiment ça nos communications, c'est toujours en français et en anglais, mais on n'a pas d'autres langues. On n'offre pas de matériel en autre langue et pour l'espace physique de la galerie, on n'est pas accessible aux personnes en mobilité réduite. Il y a comme quelques marches avant accéder à la galerie, puis la salle de bain n'est pas accessible, puis je sais qu'on n'est pas loin du cinéma moderne, donc je sais pas si c'est à cause des mêmes des mêmes raisons, mais c'est ça. Donc c'est ça que je dirais à ce niveau-là. Merci. Merci. Nawal, est-ce que tu veux nous parler des enjeux, selon toi, là, qui freinent l'accès aux lieux dédiés à la culture? Oui, donc je vais y aller selon notre expérience à la Fondation Pays d'Action, mais c'est sûr que ça va rejoindre un peu les autres expériences nommées précédemment, parce que je pense qu'on se rejoint toutes un peu là-dessus. Mais nous, on y voit des enjeux géographiques. Comme je vous ai parlé juste avant du projet qu'on a lancé, le soutien est essentiel dans certains quartiers de Montréal. C'est parce que ces quartiers sont sous-desservis souvent en matière de loisirs, d'accès à la culture, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un enjeu pour nous. Puis surtout que ces quartiers-là sont souvent, il y a souvent une grande concentration de population immigrante et racisée dans ces quartiers-là. Et puis aussi, c'est souvent des quartiers où les gens sont plus pauvres. Donc, tout l'aspect socio-économique vient rentrer en ligne de compte dans la chose. Un autre des enjeux que nous, on voit, c'est que
quand les personnes vivent des situations difficiles en lien avec le racisme, le sexisme ou leur statut socio-économique, elles n'ont souvent pas le temps, l'énergie et la capacité de s'adonner à des loisirs, d'explorer les différents attraits culturels qui peuvent exister autour d'elles. Puis, pour leur donner cet accès-là, ben là, on va en parler dans l'autre question d'après, mais il y a tout le temps, c'est ça, l'enjeu du temps, de la capacité, de l'énergie, du coût, de l'argent, évidemment, parce que aussitôt que c'est payant, ça réduit l'accessibilité. Évidemment, l'accessibilité physique des lieux. Donc, nous, on est dans la maison Parents-Rebac, mais actuellement, on ne peut pas faire d'activité là en ce moment à cause de la pandémie. Mais il y a un ascenseur, donc j'imagine que c'est quand même accessible. Mais sinon, c'est sûr que quand on loue des salles pour des événements, ou comme j'ai fait dans d'autres organismes par le passé, quand on faisait des événements culturels, souvent les salles de spectacle, etc., ne sont pas accessibles. Ça, c'est un gros enjeu si on veut que toutes les filles, femmes et personnes de genre divers puissent venir. Puis, je reviendrai sur le point du racisme parce que souvent, c'est lié à un racisme plus systémique, en fait. Donc, comme je sais, avec les quartiers, la langue, comme l'a abordé d'autres personnes juste avant moi, on essaie de tout faire en anglais et en français à la Fondation Pays d'Action, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi des personnes qui ne parlent ni l'anglais ni le français. Puis, c'est souvent des coûts associés à ça. Puis, malheureusement, on n'est pas subventionné pour ce genre de coûts-là. Puis, c'est des enjeux qu'on rencontre souvent. On aimerait d'ailleurs, par exemple, que tout ce qu'on produit soit traduit en espagnol, en certaines langues autochtones, qu'on sait qu'il y a de la traduction qui se fait, etc. Donc, c'est quelque chose à voir dans le futur aussi pour améliorer la chose. Puis, je pense que ça fait un peu le tour pour ne pas répéter ce que les autres ont dit. Merci, Nawal. Puis en sous-groupe, tout à l'heure, on pourra aussi identifier d'autres choses s'il y a des choses qui n'ont pas été nommées. Pamela, je ne sais pas si toi, il y a des éléments qui n'ont pas été amenés, qui briment, mais tu peux aussi répéter certains qui ont été dits, là, mais l'accès à la culture à Montréal. Bien, en fait, ma réflexion, elle est vraiment dans un autre sens complètement que ce qui a été présenté jusqu'à présent. Je suis 100% d'accord avec tout ce qui a été dit, puis c'est des super belles nuances à avoir, puis des enjeux à soulever. Mais quand j'ai fait mon exercice de réflexion sur cette question-là, je me basais beaucoup sur l'expérience du GRIP, en fait, en milieu festif. Puis en fait, qu'est-ce qui pouvait freiner une femme ou quelqu'un qui vit de l'oppression ou quelqu'un issu de la diversité à aller en milieu festif. Puis je trouvais que ça tournait beaucoup, en fait, autour des enjeux de sécurité ou du sentiment de sécurité que les personnes peuvent ressentir dans un événement festif. Puis je pense qu'il y a plusieurs situations qu'on voit malheureusement trop fréquemment en milieu festif qui peuvent influencer ça. J'avais soulevé des exemples comme des fouilles intrusives à l'entrée ou tout l'aspect de déplacement pour aller ou revenir à un événement qui fait que ça peut limiter un peu l'accès à ces festivals-là ou les raves où on travaille, que les gens n'iront pas à cause de ces contextes-là. Je vais parler aussi en fait de tous les risques de vivre des violences en milieu festif. Je soulignais aussi que le sentiment de sécurité peut être influencé aussi par tous les impacts qui sont associés à la sexualisation des femmes dans toute leur diversité. Ça peut rendre vraiment inconfortable de fréquenter les milieux festifs si on a peur de vivre du harcèlement sur les pistes de danse ou encore par crainte de se faire sexualiser en fonction de nos comportements ou des vêtements qu'on porte quand on vient à sortir dans le nightlife ou dans la vie en général, en fait. Puis, ensuite, je voulais parler de tout l'aspect de consommation de substances psychoactives parce que c'est clairement quelque chose qui est central au GRIP de parler de consommation. Mais le niveau des inhibitions qui est associé à la consommation est aussi associé à une moins bonne perception des limites de soi et des autres. Puis c'est aussi un facteur précipitant de beaucoup de comportements violents. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être encore moins évident de vouloir aller dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui vont consommer. Puis je pense que le niveau d'intoxication personnelle peut aussi influencer le sentiment de sécurité
d'aller dans ces événements-là parce que je crois qu'on peut vivre plus de stress, d'anxiété ou d'inquiétude face à sa propre consommation, vu que c'est aussi associé à un niveau de vulnérabilité aux autres dans des contextes d'agression ou de violence. Puis, je voulais terminer en disant que ben, c'est aussi une absence, dans le contexte de festival, je pense qu'il y a aussi une absence ou un sentiment de confiance qui est moindre envers les instances de sécurité qui sont supposées protéger le milieu festif parce que, en fait, c'est eux qui prennent partie prenante aux habitudes de fouilles excessives ou intrusives, ou encore qu'ils vont eux aussi être source de violence en milieu festif. Donc, je pense que c'est comme tous des enjeux qui sont en lien avec la sécurité des personnes dans les festivals qui viennent influencer, en fait, l'accessibilité